Et alors, Madame Montfort, les Oui? PowerPoint, celui d'Ecobati, vous l'avez envoyé ou? Non, je ne l'ai pas encore envoyé, celle-là. Donc, c'était Ah, lundi mais on le soir sur... recevra aussi. Oui, oui, oui. D'accord, parce qu'il y avait quelques slides intéressants, Oui. des comparatifs là au niveau. Mhm. D'accord. Corentin, si tu veux tester ton micro pour voir si on t'entend bien. Bonsoir. Bonsoir Nathalie, tu m'entends là? Oui, on t'entend bien. Ça Ça va. fonctionne très bien. On attend encore 5 minutes le temps que tout le monde arrive. Voilà. Donc, tout le monde a un casque, je cherchais le mien aussi, moi. Comme tu veux. Ouais. Baudouin, il est carrément dans son atelier, donc on sera en direct dans l'atelier du chauffagiste. On va attendre encore un petit peu, de toute façon, 5-10 minutes. Et alors, Jean-Nicolas, dans les PowerPoint, il y a les coordonnées des personnes qui ont présenté. Donc, le premier, c'est le guichet énergie d'Arlon, mais tu peux aussi aller à Libramont, parce que je crois que tu es en plus en Ardennes. Et le deuxième, c'est la province de Luxembourg. Gérard Grèce, il y a ses coordonnées dedans pour le prêt à taux zéro. Il ne faut vraiment pas hésiter à le contacter pour Ok, super. info. Mm. Et voilà. Je préfère attendre encore 5 minutes si ça va pour vous. Et puis en plus, on va attendre que Baudouin revienne. Il faut chercher son casque. Voilà. Voilà, je suis là. Pas de souci. On attend encore 5 minutes de toute façon. Pas de souci. Je pense qu'on va commencer. De toute façon, je peux toujours accepter des gens au fur et à mesure.
Voilà, donc bonsoir à tous, pardon. Donc, je suis Nathalie Montfort du Parc naturel de Gaume. Et alors, donc, c'est la troisième soirée d'échange, de débat autour de la rénovation énergétique. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer un tout petit peu. Oui, je vais prendre celui-là. Donc, par rapport au projet Rénova Plus. Donc, le projet Rénova Plus, c'est un des projets du Parc naturel de Gaume au niveau énergie, parce que le Parc naturel de Gaume, c'est toute une équipe de personnes au niveau agriculture, produits locaux, paysage, biodiversité, ressources naturelles, agriculture, oui. Et il y a 2 personnes qui travaillent en énergie, dont moi. Et le projet Rénova Plus, en fait, c'est une réponse à un appel à projet de la Wallonie qui souhaite accélérer la rénovation énergétique des logements. Donc des habitations de particuliers. Et donc, il y a un peu plus d'un an, on avait lancé le projet, donc lancé un appel aux candidats, aux personnes qui souhaitaient, qui habitent en Gaume, donc sur les 9 communes du Parc naturel de Gaume, et qui souhaitaient rénover leur habitation. Et donc, c'est un accompagnement qui est neutre et gratuit. C'est en fait un peu une coordination tout au long du projet de la personne, enfin des propriétaires. Et en parallèle de ça, on a tout un ensemble d'experts ou de personnes, des acteurs qui tournent autour de la rénovation énergétique, donc avec qui on travaille, puisqu'on n'est pas là pour remplacer ni les auditeurs, ni les architectes, ni les entreprises, mais plutôt de coordonner et en fait de lever un peu tous les freins qu'il y a à la rénovation. Voilà, les projets de rénovation ne sont pas toujours évidents à mener. Et on a donc des entreprises partenaires du projet. Donc, en fait, n'importe quelle entreprise peut rejoindre le projet en signant une charte. Donc, on a une charte qui définit plusieurs critères, que ce soit de qualité, de réponse au vide, etc. D'éco-construction, de sortie des énergies fossiles aussi. Et donc, vous voyez qu'il y a des architectes. Pour l'instant, il y a plus d'une 12-15 entreprises, architectes ou auditeurs qui font partie du projet. On a les guichets énergie, donc Valentin et Vincent sont présents aujourd'hui, donc ils pourront aussi répondre à vos questions si besoin. On a des fournisseurs de matériaux, on a des chauffagistes qui sont aussi là ce soir, je les présenterai après. La province de Luxembourg pour les prêts à taux zéro et la coopérative Gaume Énergie, qui est une coopérative qui permet de financer aussi des projets en tiers investisseurs. Voilà pour les entreprises partenaires. Et alors, pour information, donc on avait fait un appel à candidature fin 2019 et il y a un nouvel appel qui a lieu fin d'année, jusque fin février 2021. Qui est dans le cadre du projet Wallo-Réno. Donc, nous, voilà, c'est toujours Rénova Plus de notre côté, mais c'est via des financements wallons un peu différents. Mais donc, il y a de nouveau un appel à candidature si vous souhaitez être accompagné. Et donc, on a 4 soirées. Donc, 4 soirées. Donc, c'est la troisième aujourd'hui. On en a eu une sur les primes, les financements, les prêts à taux zéro. La deuxième, c'était sur les isolants biosourcés avec Ecobati. Et la troisième, c'est aujourd'hui. Et la quatrième, ce sera mercredi prochain avec les paletteries François qui produisent les Badger pellets. Et donc, ça sera spécifiquement sur le chauffage au pellet pour voir un petit peu leur origine, comment ils sont fabriqués, avec quel bois et suivant quels critères de qualité. Voilà. Et donc, ce soir, voilà, je vais juste arrêter mon partage d'écran. Ce soir, donc, c'est la soirée chauffage par les énergies renouvelables. Juste un petit point technique. Donc, si vous voulez, donc on va avoir une petite demi-heure de présentation, un petit peu, peut-être un petit peu plus, on va voir, parce qu'on a 2 chauffagistes qui sont là avec nous pour les présentations. Si vous voulez, pendant les présentations, vous pouvez couper votre caméra. Ce n'est pas une obligation, mais ça évite de la bande passante parce que de toute façon, on ne vous voit pas et on n'a pas besoin de se voir ou d'interagir. Il y a un chat, donc vous pouvez poser vos questions pendant l'intervention ou après. Donc au milieu de votre écran en bas, il y a converser. Donc vous pouvez poser des questions en rapport avec la présentation du chauffagiste ou plus tard. Toutes les questions se font par écrit. Donc soit vous écrivez j'ai une question et on vous donne la parole, soit vous écrivez votre question. Parce que je ne vois pas toujours qui lève la main pour donner la parole, donc c'est plus facile comme ça. Et après l'intervention, vous pouvez rallumer votre caméra. Et là, pour que ce soit plus convivial et qu'on se voit. Et alors, votre micro, la même chose, si vous ne parlez pas, c'est mieux de l'éteindre. Comme ça, on n'a aucun bruit de fond et c'est plus agréable pour entendre ceux qui parlent. Voilà.
Et donc, ce soir, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, le guichet énergie d'Arlon qui est présent, Vincent et Valentin. On a aussi François Beff, si je ne m'abuse, je pense que je l'ai vu arriver. Oui, François Beff qui est architecte et auditeur à Jamoigne, qui peut aussi répondre à vos questions. Mais ce sera principalement les deux chauffagistes qui font les présentations qui répondront. Mais voilà, on a plusieurs acteurs qui sont là et qui sont aussi concernés par la rénovation énergétique. Et donc, on a Corentin Farinel qui va commencer par la présentation sur les pompes à chaleur. Et Baudouin et Chorn d'Arnoncourt. Donc, Corentin Farinel, c'est de Tintigny, l'entreprise Farinel, et Baudouin et Chorn de l'entreprise Chorn à Arnoncourt, qui lui parlera de tout ce qui est biomasse, chauffage par biomasse. Et donc, ils sont tous les deux très jeunes, mais les entreprises sont un peu moins jeunes, puisque je pense que les deux ont plus de 50 ans, donc il y a quand même une expérience familiale derrière. Et voilà, donc c'est pour donner un petit cadre. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais donc passer la parole à Corentin et partager mon écran. Si ça va pour toi, Corentin, de commencer. Oui, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend Ouais. bien. Bonsoir à tous. Hop, j'attends les slides. Donc voilà, comme Nathalie vient de le dire, je vais faire une petite présentation de mon côté sur les pompes à chaleur. Donc avant celle de Baudouin sur les chaudières à biomasse, que ce soit Pellet ou bois-bûche. Donc tout d'abord, il faut savoir que nous, on installe les deux. Hein. C'est pas parce que je vais parler des pompes à chaleur qu'on est plus adepte de ça que de la biomasse. Chacune ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais c'est avec plaisir que ce soir, je me charge de la partie pompe à chaleur. Alors, je vais commencer par d'abord décrire Corentin, Ouais, enfin juste, excuse-moi, mais ton micro pas de souci. crache un petit peu. Je ne sais pas s'il faut pas l'éloigner un peu ou je ne sais pas. Ça va C'est mieux, pas très fort, mais je pense que ce sera plus agréable si. ça va mieux comme ça ou pas? Non. Attends, ben j'en ai un autre. Je vais le changer en vitesse. Ok, Ça va? merci. Sinon, si tu n'en mets pas, je pense que ça va aussi. C'est comme à toi de voir. Est-ce que ça va mieux comme ça? Oui, parfait. Merci. Voilà, excusez-moi pour ce petit souci technique. Alors, donc, comme je disais, donc, je vais d'abord vous montrer brièvement donc, le petit programme de ma présentation de ce soir. Donc, sur le slide suivant, je ne sais pas si j'ai le… Non, c'est moi qui dois C'est passer. toi qui vas C'est moi suivre qui les passe les slides? slides. Oui. Ok. Donc, je vais d'abord vous présenter les quelques types principaux de pompes à chaleur qu'on peut observer donc, dans nos régions. J'en décrirai ensuite les avantages, les contraintes et je parlerai un petit peu de la production d'eau chaude sanitaire à partir de ces pompes à chaleur-là et je donnerai un petit mot de conclusion à la fin. Donc, tout d'abord, les principaux types de pompes à chaleur. Donc, on en a principalement trois chez nous. Donc, commençons par les pompes à chaleur sol-eau ou pompes à chaleur dites géothermiques. Donc, concrètement, on a une unité intérieure de pompe à chaleur qui se trouve en chaufferie quelque part dans la maison, qui va aller chercher l'énergie contenue dans le sol de votre jardin, soit de manière horizontale sur la superficie de votre jardin s'il est assez grand, ou de manière verticale, donc ici réellement avec des forages qui vont jusqu'à 75 ou jusqu'à une centaine de mètres. Et donc, ces pompes à chaleur-là ont pour avantage d'avoir des rendements et des puissances relativement élevées par rapport aux autres types que l'on va voir après. Et donc, ces puissances et rendements vont leur permettre de produire donc, toute les besoins en chaleur de votre habitation tout au long de l'année, même durant les journées les plus froides, sans énergie d'appoint nécessaire. Donc, typiquement des petits appoints électriques qui sont souvent nécessaires pour les autres types de pompes à chaleur. Donc, c'est un avantage majeur. Par contre, ça va avec des contraintes. Donc, ces pompes à chaleur-là représentent un investissement beaucoup plus important que les autres types de pompes à chaleur. Donc, le retour sur investissement n'est pas toujours avéré.
même si ce sont des technologies qui fonctionnent très bien et ceux qui en ont doivent en être très contents au niveau énergétique. Au niveau financier, c'est un peu plus compliqué dans la plupart des cas. Et bien, on a des contraintes donc pour les géothermies verticales quant au forage, par exemple. Donc, il faut avoir des autorisations, c'est un certain boulot à faire dans le jardin. Et pour les horizontales, ben, une fois qu'on a mis une pompe, une géothermie horizontale dans son jardin, on est plus totalement libre dans ce qu'on veut faire dans son jardin dans le futur. Donc, il ne s'agit pas 5 ans après de vouloir installer une piscine, par exemple. Donc, c'est des choses qu'il faut bien avoir à l'esprit. Donc, voilà pour le premier type de pompe à chaleur. Le deuxième, qui est de loin, je pense, le plus courant chez nous, ce sont les pompes à chaleur RO. Donc ici, on a une petite unité intérieure, donc c'est une petite boîte accrochée au mur, donc comme les petites chaudières à gaz, qui va aller chercher son énergie via une unité qu'on met à l'extérieur, donc quelque part dans son jardin, sous forme d'un ventilateur qui va aller chercher ici réellement l'énergie contenue dans l'air extérieur et l'envoyer à l'intérieur pour pouvoir chauffer votre maison. Donc, l'avantage de ce type de pompe à chaleur-là est qu'il est beaucoup plus abordable que celui que j'ai décrit avant. Donc, ici, on peut réellement, dans beaucoup de cas, avoir un retour sur investissement intéressant. Et il est relativement bien adapté également à notre climat d'intersaison relativement typique en Belgique. Par contre, petit désavantage, ben, les rendements sont un peu moins élevés que pour les géothermies, même si ça reste très, très intéressant. Et comme je l'ai dit ici, vu qu'on ne peut pas développer les puissances qu'on pouvait développer avec la géothermie, on a besoin d'un petit chauffage d'appoint qui va nous permettre, typiquement durant les quelques journées les plus froides de l'année, de venir combler ce que la pompe à chaleur ne peut pas donner dans des plages de rendement intéressantes et donc permettre à la pompe à chaleur de souffler et de rester dans les plages de fonctionnement qu'elle affectionne. Donc voilà pour les pompes à chaleur RO. Et troisième et dernier type que je vais décrire aujourd'hui, ce sont les pompes à chaleur RR. Donc, comme pour les pompes à chaleur RO, on a un groupe à l'extérieur qui est là. Donc, c'est un ventilateur qu'on va mettre quelque part dans le jardin, qui va brasser l'air pour prendre l'énergie qui est contenue dedans pour l'envoyer à l'intérieur. Et à l'intérieur, on a non plus la petite unité intérieure en chaufferie, mais réellement une climatisation. Donc, cette climatisation va brasser l'air de votre pièce en le réchauffant ou, le cas échéant, parce que c'est aussi possible, en le rafraîchissant. L'avantage de ce type de pompe à chaleur-là, c'est qu'il peut être installé de manière très locale dans une pièce. Donc, imaginons, vous décidez de construire une nouvelle annexe à votre maison, mais ce n'est pas forcément évident d'aller la raccorder au chauffage central existant dans le reste de la maison. Alors ici, on a une solution où on va pouvoir venir mettre ce petit climatiseur quelque part dans la pièce en ayant l'unité extérieure à proximité dans le jardin et pouvoir chauffer cette nouvelle pièce de manière totalement indépendante par rapport au reste de la maison. Deuxième avantage, comme je l'ai dit, donc on peut faire du chauffage avec ce groupe de pompes à chaleur-là et aussi du rafraîchissement de manière totalement intégrée. Donc le risque quand on veut faire du rafraîchissement, c'est quand on rafraîchit de l'air chaud en été, on a de la condensation qui peut se former. Mais dans ce genre de groupe, donc les condensats sont vraiment pris en charge et envoyés dans une décharge. Donc il n'y a pas de souci, on peut rafraîchir les pièces si c'est nécessaire. Donc dans les nouvelles maisons à haut taux à haut niveau d'isolation ou dans les rénovations très abouties, il peut arriver dans certains cas d'avoir des problèmes de surchauffe durant quelques jours en été. On ne peut pas lier cela avec ce genre de pompe à chaleur, même s'il faut savoir que voilà, c'est une énergie consommée en plus de ce qu'on fait d'habitude et c'est comptabilisé de manière négative dans le rapport PEB. Donc, il faut vraiment que ce soit un besoin. Alors, un point négatif de ces climatisations-là, c'est qu'on a un réchauffement de la pièce par convection forcée. Donc, on a réellement un flux d'air qui est créé pour réchauffer la pièce et ce flux d'air peut être perçu
par les personnes qui sont dans la pièce. Et donc, ça peut générer un petit disconfort thermique par rapport à un chauffage sol qui lui sera totalement idéal, ou même des radiateurs qui génèrent un peu moins de disconfort. Donc ça, c'est quelque chose à noter aussi. Donc voilà, je viens de décrire les 3 types de pompes à chaleur qu'on retrouve régulièrement en Belgique, chez nous. Il faut savoir, donc, comme je l'ai dit, que ce sont les pompes à chaleur RO qui, dans la grosse majorité des cas, peuvent être intéressantes et qui pourraient intéresser, je pense, le plus les gens qui suivent le séminaire ce soir. Donc, je vais décrire dans les prochains slides les avantages et contraintes inhérentes aux pompes à chaleur, mais c'est surtout focalisé sur celles-ci, sur les pompes à chaleur RO, même si ça se recoupe un petit peu avec les autres. Si vous avez des questions sur les 2 autres types, après, il n'y a pas de souci, mais je vais me concentrer sur celle-là à partir de maintenant. Alors, les quelques avantages donc, de ces pompes à chaleur-là. Donc, tout d'abord, ce sont des installations relativement compactes. Baudouin et Chante va après nous parler des chaudières à pellets et à bois-bûche qui ont beaucoup d'autres avantages. Donc, je ne suis pas là pour dire que les pompes à chaleur sont mieux que ça. Donc, ça dépend vraiment des situations. Mais là où les chaudières à pellets ou à bois-bûche vont avoir besoin de plus de place pour le silo, le stockage du bois, de plus grands ballons tampons, etc., une installation de pompe à chaleur est plus compacte. Donc, ça va prendre moins de place. On aura l'unité intérieure avec un boiler et peut-être un petit tampon à côté. Donc, ça ne prend pas beaucoup de place. Deuxième point, on n'a pas de citerne ou de silo à remplir, donc on ne se tracasse pas de ça. La pompe à chaleur, elle tourne et mis à part l'entretien qui est à faire régulièrement, on n'a pas à s'en soucier. Il n'y a pas de risque de panne sèche comme on peut avoir avec les chaudières à mazout de temps en temps. Troisième avantage, on a une bonne complémentarité avec les installations photovoltaïques. Donc, imaginons que vous ayez déjà une installation photovoltaïque sur votre toit. C'est vrai qu'ici, alors, ça peut être assez intéressant de se chauffer avec une pompe à chaleur parce que ça va vous permettre d'avoir une facture globale électricité-chauffage qui sera réduite et ça va vous permettre d'augmenter votre taux d'autoconsommation de votre installation photovoltaïque et donc peut-être de limiter un peu les taxes que vous aurez à payer quand le tarif prosumer sera activé. Et donc voilà, cette complémentarité avec le photovoltaïque peut être dans certains cas un gros atout pour l'option pompe à chaleur. Dernier avantage majeur, et c'est un peu le sujet de la soirée, donc c'est que c'est une énergie renouvelable et ça peut paraître évident de le dire comme ça, mais je le dis quand même parce que il faut quand même insister sur le fait que se chauffer avec une pompe à chaleur n'est 100% renouvelable que si vous avez un contrat d'électricité réellement 100% renouvelable. Donc, je donne peut-être l'impression à certains d'enfoncer des portes ouvertes, mais ça coûte rien de le dire quand même. Donc, il faut bien choisir son fournisseur d'électricité et aussi faire attention au greenwashing qu'on peut avoir aussi dans ce secteur-là. Donc, un bon indicateur à ce niveau-là, ce sont les rapports Greenpeace qui sont édités tous les ans sur les fournisseurs d'électricité en Belgique. Ils notent tous les fournisseurs d'électricité en fonction de différents critères et ils argumentent leurs notes et on voit qu'il existe certains fournisseurs qui disent faire du vert et qui n'en font pas vraiment ou pas totalement. Et à l'inverse, d'autres fournisseurs qui sont excellents et qui peuvent même allier renouvelable à un côté coopérative citoyenne, certains vont peut-être reconnaître. Donc, quand on choisit ce genre de fournisseur, alors là, en se chauffant avec une pompe à chaleur, on a réellement une démarche écologique et environnementale complètement aboutie. Donc, c'est assez intéressant. Alors, après les avantages, je vais vous parler de quelques contraintes qui sont inhérentes aux pompes à chaleur. Tout d'abord, pour pouvoir installer une pompe à chaleur, on a besoin d'avoir un bâtiment qui est bien isolé. Donc, typiquement, dans les anciennes maisons, on tombe encore, nous, en tant que chauffagistes, sur des anciennes installations ou avec des chaudières à mazout, par exemple, où on a une puissance qui peut dépasser 30 kW. Donc, c'était assez courant dans les anciennes maisons. Quand on parle de pompe à chaleur, il est raisonnable de pouvoir descendre en dessous des plus ou moins 14 kW. Parce qu'au-dessus, alors tout devient un peu surdimensionné. On peut avoir besoin d'une cascade de pompe à chaleur ou pas, mais dans tous les cas, les demandes en ampérage au compteur vont devenir
assez élevé, donc ça va devenir de plus en plus contraignant. Donc il est intéressant de pouvoir descendre en dessous de ce seuil-là pour que l'installation ne soit pas déraisonnable. Après, on y arrive vite, hein, donc que ce soit dans les maisons neuves de manière évidente, mais même en rénovation, quand on a une isolation aboutie, il n'est pas rare, donc pour une taille de maison normale, d'atteindre les 10 kW et même de descendre en dessous. Donc, ce n'est pas du tout un point extrêmement bloquant, mais il faut le savoir avant d'envisager la solution pompe à chaleur. Deuxième contrainte inhérente aux pompes à chaleur, et c'est une contrainte importante, c'est que les pompes à chaleur ont besoin, pour fonctionner à rendement intéressant, de fonctionner sur une installation de chauffage à basse température. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la pompe à chaleur doit envoyer une eau de chauffage au-dessus de 45-50 degrés, alors les rendements chutent. Pour pouvoir avoir une installation de chauffage à basse température, il faut un chauffage sol et ou des ventiloconvecteurs ou radiateurs basse température. Donc ça, c'est réellement une nécessité et donc ça exclut quelque part les radiateurs classiques. Donc ça peut être assez contraignant dans certains projets de rénovation où il n'est pas forcément prévu ou pas forcément possible aussi de remplacer les radiateurs classiques. Alors là, on aura un souci, on va plutôt, nous, de notre côté, vous orienter, si vous voulez aller vers du renouvelable, vers la biomasse. Donc voilà pour la deuxième contrainte. Troisième contrainte, la pompe à chaleur est assez sensible au surdimensionnement. Donc concrètement, si vous achetez une maison à rénover, donc tout est à refaire, il ne s'agit pas de se dire, voilà, je vais isoler le toit, parce qu'on nous dit toujours, il faut commencer par isoler le toit, et c'est vrai. Donc je vais isoler le toit et je vais installer ma pompe à chaleur. Et dans 5 ou 10 ans, quand j'aurai de nouveau du budget, alors je vais me lancer dans l'isolation de la façade et le remplacement des châssis. Dans ce cas-là, alors on va isoler le toit, on va avoir une maison par exemple qui aura besoin de 12 kW de puissance de chauffage. Alors on va installer une pompe à chaleur de 12 kW. Et donc cette pompe à chaleur va très bien fonctionner pendant 5 à 10 ans jusqu'au jour où vous allez isoler votre façade et changer vos châssis. Et aussi bien à ce moment-là, vous n'aurez plus besoin que, j'imagine, ou j'invente 8 kW. Alors, ça veut dire qu'on aura notre pompe à chaleur de 12 kW qui va devoir fonctionner constamment en sous-régime. Et ça, les pompes à chaleur n'aiment pas du tout parce qu'alors, elles vont avoir des cycles de marche-arrêt très fréquents. Donc, elles vont s'user plus vite ou elles vont même se mettre parfois en défaut parce qu'il y a des sécurités qui les empêchent de faire ça. Et dans tous les cas, le rendement de la pompe à chaleur va être détérioré et donc sa consommation électrique sera beaucoup moins intéressant par rapport à ce qu'on aurait pu avoir avec un bon dimensionnement. Donc ici, réellement, dans les démarches de rénovation, si on veut mettre une pompe à chaleur, il faut d'abord avoir une isolation complète du bâtiment pour ensuite mettre la pompe à chaleur et ne plus avoir à isoler dans le futur. Une autre contrainte, donc, il est courant, donc quand on installe une pompe à chaleur dans une rénovation, enfin courant, il est possible d'avoir à augmenter l'ampérage disponible au compteur. Donc, il y a certains éléments dans la pompe à chaleur, donc le compresseur au démarrage ou la résistance qui ont besoin d'un certain niveau d'ampérage. Donc, il est possible que l'ampérage au compteur ne soit pas suffisant pour les besoins de la pompe à chaleur qu'on veut installer. Donc à ce moment-là, il faut appeler au RES et ils vont devoir augmenter votre contrat d'électricité. Donc c'est un petit surcoût à l'installation. Donc c'est quelque chose dans tous les cas qui est à vérifier au moment du devisage. Alors il me restait une petite contrainte sur le slide suivant qui a trait au positionnement du groupe extérieur. Donc, ce n'est pas vraiment une contrainte, mais en tout cas, c'est une réflexion qu'il faut avoir, une réflexion sérieuse à avoir, où il y a différentes règles qui sont à respecter. Donc, j'ai mis une petite illustration qui ne se veut pas exhaustive, mais elle illustre un petit peu l'idée. Donc, il faut éviter de mettre le groupe extérieur entre
entre trois murs, de le cloisonner pour éviter d'avoir une recirculation de l'air autour du groupe extérieur qui va mener à une détérioration du rendement de la pompe à chaleur, voire à un givrage du groupe extérieur. Il faut éviter de mettre le groupe extérieur près de fenêtres de chambre pour une question de bruit pendant la nuit. Il faut pas aller mettre le groupe extérieur à 1 mètre de la terrasse de votre voisin, surtout si vous n'entendez pas trop bien avec, il ira vous chercher des noises. Donc il y a certaines règles de bon sens à appliquer, où on trouve une solution dans la grosse majorité des cas. Mais si on applique ces règles-là et qu'on le met dans de bonnes conditions, alors le groupe extérieur va générer un niveau de bruit qui est, si vous êtes dans son voisinage direct, c'est autour de 40 décibels. Donc c'est comme un frigo en fonctionnement, et au fur et à mesure que vous allez vous en éloigner à 2-3 mètres, le bruit sera de moins en moins perceptible. Donc, ce n'est pas un problème majeur si ça a été bien pensé. Donc, voilà pour les contraintes liées aux pompes à chaleur. Je vais vous parler un petit peu de la production d'eau chaude sanitaire. Donc, il est évidemment possible de produire son eau chaude sanitaire à partir de sa pompe à chaleur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas une capacité de production instantanée comme une chaudière à gaz, par exemple. Donc, la seule chose à laquelle il faut penser, c'est qu'on a besoin d'un petit stockage, d'un stockage en tout cas un peu plus important que les chaudières plus classiques. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Pour un appartement avec 2 personnes, donc, où les besoins d'eau chaude sanitaire ne sont pas très élevés, on va pouvoir se contenter d'un petit boiler de 300 litres qui peut même être intégré directement dans le corps de la pompe à chaleur. Donc ça, grâce à ça, on gagne de la place et c'est même valorisé légèrement dans le PEB. Et après, donc, si on a plus de personnes dans l'appartement, ou on arrive dans une maison unifamiliale avec 3, 4, 5 ou plus de personnes, avec 1 ou 2 salles de bain, on a des besoins, donc évidemment, de chaude sanitaire qui sont plus importants. Donc, on va aller vers des boilers qui seront non pas dans le corps de la pompe à chaleur, mais qui seront externes à côté de votre unité intérieure. Des boilers de 3, 4 ou voire 500 litres pour les gros besoins en eau chaude sanitaire. Donc voilà, il faut prévoir la place pour un petit boiler en chaufferie. Ce qui n'est pas un gros souci en soi, et c'est assez classique avec d'autres types de chaudières aussi. Un petit point sur les boilers thermodynamiques. Donc là, ce sont réellement des boilers qui ont une petite pompe à chaleur intégrée dans le corps même du boiler. Donc on voit sur la photo à droite, donc la pompe à chaleur est réellement sur la partie supérieure du boiler, en dessous du capot blanc. Donc c'est une petite pompe à chaleur RO qui est inclus ici dans le boiler thermodynamique. Et il va permettre de manière totalement décentralisée de produire de l'eau chaude sanitaire à partir de cette pompe à chaleur-là. Donc, si on place le boiler dans une grande pièce, par exemple dans une grange, on va pouvoir utiliser l'air même de la pièce pour chauffer l'eau chaude sanitaire. Mais assez rapidement, quand la pièce dans laquelle on place le boiler devient plus petite, il est fortement conseillé de gainer ne fût-ce que le refoulement d'air froid vers l'extérieur, voire également la captation d'air frais du boiler thermodynamique. Et donc, ça permet d'avoir une production d'eau chaude sanitaire grâce à une pompe à chaleur de manière beaucoup plus flexible et à coût relativement intéressant. Donc voilà, pour le côté eau chaude sanitaire. Donc, juste 2 mots de conclusion. Je viens de lister donc toute une liste de contraintes, mais mon discours ne se veut pas du tout dissuasif. J'ai juste une présentation assez objective. Donc, ce sont des installations qui fonctionnent très bien quand on les met dans de bonnes conditions. Donc, il faut juste avoir une bonne discussion avec votre chauffagiste. C'est notre rôle pour voir si de 1, c'est possible, parce que ce n'est pas possible dans tous les cas, comme tous les modes de chauffage. Et quand c'est possible, pour faire en sorte qu'elle soit mise dans les conditions qui vont lui permettre de délivrer les rendements attendus et d'avoir les bienfaits économiques et écologiques qui y sont liés. Voilà.
Ok, merci Corentin. Je pense qu'on va tout de suite passer la parole à Baudouin. On fera toutes les questions, je pense, ensemble, puisque de toute façon, il n'y avait pas de questions spécifiques dans le chat. C'est aussi facile. Voilà, et donc je vais lancer la projection de Baudouin. Qui va nous parler des chaudières au bois, ou en tout cas du chauffage au bois de manière générale. Voilà, Baudouin, je te cède la parole. Merci. Après, Corentin, le niveau est élevé. Il faut que j'assure maintenant. La présentation était vraiment top. Donc, ouais, moi, j'ai pas orienté le PowerPoint de la même manière. C'était vraiment l'objectif de bien dimensionner l'installation. Comme Corentin l'a dit, toutes les installations peuvent fonctionner dans de bonnes conditions, à condition qu'on ait vraiment choisi la maison idéale et le combustible approprié. Parce qu'ici, avec une chaudière, on a beaucoup plus de possibilités, on est beaucoup moins dépendant de la façon d'aspirer l'air ou d'aller chercher les calories dans le sol ou ailleurs. Mais ici, par contre, il faut vraiment être équipé au niveau du combustible. Quand on met une chaudière à bois, il faut vraiment être sûr de pouvoir l'approvisionner facilement et que ce soit accessible. Parce que c'est tous les jours qu'il faut faire ça. C'est pas comme une pompe à chaleur où là, c'est vraiment l'inverse. On fait même pas le plein une fois par an de la cuve. Donc ici, on peut passer au slide suivant. Oui, je regarde, voilà. Donc la première question qu'on pose quand on va chez un client pour installer une chaudière à bûche, à bois déchiqueté, enfin une chaudière à biomasse, on lui demande déjà comment il a facile de s'approvisionner, que ce soit en bûche, soit en bois déchiqueté, soit en pellet ou en plaquette. Enfin bon, en pellet, c'est comme du mazout. Mais alors, le plus souvent, c'est du bois de chauffage. Les gens veulent une chaudière à bois de chauffage bûche. Et dans ce cas-là, il faut être sûr de pouvoir s'en procurer pour pas trop cher, parce qu'installer une chaudière à bûche et aller acheter les bûches à 80 € du ster, c'est pas rentable. Donc ici, il faut être sûr de pouvoir s'en fournir soit dans une vente de bois de chauffage ou d'affouage, ça dépend un peu des gens, soit de l'entretien de haies, comme certains cultivateurs, ils ont vraiment beaucoup de haies et beaucoup d'endroits à tailler, donc ça leur fait rapidement du bois. Ou alors, ben, comme j'ai marqué dans le slide, acheter du bois déjà calibré, à condition d'avoir un bon fournisseur ou d'avoir un bon filon pour chauffer pour pas trop cher. Ensuite, la deuxième solution, c'était pour le bois déchiqueté. Donc ici, c'est vraiment le cas le plus compliqué, parce que pour du bois déchiqueté, il faut vraiment beaucoup de place. Et il faut vraiment de la machine pour pouvoir manutentionner ça. Donc au niveau de l'approvisionnement, il faut soit avoir, comme un cultivateur, comme je l'ai dit, des bordures de champs à tailler, ou avoir des arbres tombés dans des parcs qu'on peut broyer, qu'on peut récupérer, ou alors des déchets de scierie, ou du bois scolité, comme maintenant, c'est vraiment facile d'en avoir. Avec tout le bois scolité, on n'a pas de problème pour s'approvisionner, parce qu'il y a vraiment énormément de bois qui doit partir en scierie qui a été déchiqueté, et du coup, l'offre est vraiment énorme et le prix chute, quoi. Mais attention que pour ces chaudières-là, il ne faut pas croire que parce qu'on met une chaudière à bois déchiqueté, on peut brûler tout et n'importe quoi. On a des clients qui ont essayé de brûler du bois B ou des châssis broyés, mais les chaudières, pour les particuliers, dans des puissances plus ou moins normales, donc jusqu'à 200 kW, 250 kW, ça c'est vraiment des puissances où on ne passe pas encore en bois B, on n'est pas encore équipé de cyclones, d'électrofiltres. Donc là, il faut vraiment travailler avec de la plaquette bien calibrée, si possible sèche, et issu de bois naturel et pas de bois avec du vernis ou des produits, quoi. La troisième solution à laquelle on va parler, c'est le pellet. Bon, ça c'est vraiment le plus facile, hein. Celui qui veut quitter le mazout, qui veut quitter le gaz, qui n'a pas la possibilité, comme Corentin l'a expliqué, de passer sur une pompe à chaleur parce qu'il n'a pas d'énergie verte derrière pour alimenter ses pompes, ou qui n'a pas la puissance au compteur, il passe sur du pellet. Là, le stockage, il y a vraiment plein de solutions, soit un stylo en toile, soit des sacs. Ça ne fait pas de poussière, il ne faut pas de machine pour manutentionner ça. On peut téléphoner à n'importe quel fournisseur, ou même maintenant, on peut en acheter partout, même au Colruyt ou au Delhaize. C'est vraiment facile, et c'est facile de calculer aussi ce qu'on va consommer sur une année. C'est plus facile que du bois déchiqueté ou de la bûche. Des fois, les gens nous demandent combien ils vont consommer. Bon, si on a la consommation de mazout, on arrive à estimer, mais sur une chaudière, sur une nouvelle maison ou sur une nouvelle installation chez une nouvelle personne, c'est vraiment difficile de savoir ce qu'on va consommer. Mais attention que des fois, le pellet, il est quand même relativement cher, et quand il faut rentabiliser une installation
avec les prix comme on avait le mazout il n'y a pas très longtemps, c'est difficile à repayer une installation au pellet. Mais bon, ça, après, c'est celui qui veut passer au vert, c'est pas toujours le moins cher, malheureusement. Alors, le deuxième critère pour installer une chaudière à biomasse, c'est la place de stockage. Pour de la bûche, il faut quand même un peu de place, il faut quand même qu'une remorque puisse venir vider, ou celui qui fait du bois, il lui faut quand même un peu de place pour pouvoir entreposer tout ce qu'il a produit au bois. Donc, il faut faire des piles d'1 mètre, enfin, ça prend un peu de place, tout le monde sait comment ça fonctionne. En général, pour une chaudière de 30 kW, c'est déjà gros, mais pour une maison moyenne, c'est plus ou moins ça. Enfin, ou des fois, on descend à 20 kW, mais on est toujours 12 à 20 stères par an. Donc, ça fait quand même un peu d'espace. Et il faut quand même un peu de place aussi pour en faire sécher. Par contre, le bois, pas besoin de machine comme du bois déchiqueté. Il suffit d'avoir un peu de courage et on fait des piles, on le range dans la chaudière. Enfin, c'est beaucoup plus facile. Et c'est plus facile à faire sécher aussi que de la plaquette. Ici, le bois déchiqueté, encore une fois, c'est ce qui peut être le plus rentable, parce qu'on en parlera après, mais c'est ce qui est le plus compliqué parce qu'il faut énormément de place pour pouvoir broyer, pour pouvoir entreposer tout ce qu'on va récolter pour faire broyer. Il faut des espaces bétonnés pour ne pas que l'humidité du sol remonte dans la plaquette. Donc, un stockage sur du béton, c'est idéal dans un hangar ventilé. Sinon, ça pourrait faire un peu de condensation quand ça sèche. Ça demande un engin de manutention, un bulle ou un télescopique, enfin, peu importe, mais il ne faut pas croire qu'on fait ça à la pelle et à la brouette. Il faut quand même des machines pour ceux qui font du miscanthus. J'en ai pas trop parlé, mais on a une chaudière qui tourne au miscanthus et là, ça demande énormément de manutention parce que le miscanthus, c'est encore pire que le bois déchiqueté. C'est encore plus léger, donc il faut encore plus de volume chaque année. Et tout ça, ça génère beaucoup de poussière. Donc, c'est un peu comme la pompe à chaleur qui fait du bruit le long de la maison. Quand on est collé à des voisins et qu'on entame des jours de broyage, ça fait vraiment beaucoup de poussière et ça fait beaucoup de crasse aux alentours. Ça, c'est quand même un critère auquel il faut penser. Donc voilà, j'ai mis une photo de broyage. Bon, sur la photo de droite, on voit quand même un peu la poussière et toute la crasse que ça fait à côté. Et sinon, les photos représentent quand même bien le matériel qu'il faut. C'est pas rien. Donc ici, le pellet, encore une fois, le plus facile, silo en toile, un silo en OSB. Les clients peuvent faire le silo eux-mêmes. Ou alors, on peut récupérer, je crois que c'est sur la slide après, un tonneau pour faire un silo. C'est une chaudière qu'on a installée où il fallait que ça tourne très rapidement. Du coup, on a récupéré un silo et provisoirement, les gens remplissent le fût de 100 litres avec presque 7 sacs de pellet. Et ils s'alimentent comme ça. Donc ça, c'est vraiment facile. On peut soit le faire souffler par un camion ou alors le remplir au sac ou alors le faire venir en benne et recharger avec un bulle. Ça, le pellet, c'est vraiment facile. Voilà. Le troisième critère, c'est quand même le temps qu'on a à consacrer à l'installation. Donc des gens qui travaillent, qui font des grosses journées et qui ne sont pas là le matin, qui ne sont pas trop là le soir, qui n'ont pas vraiment le temps de s'en occuper. Il ne faut pas passer sur une chaudière à bûche parce que la chaudière à bûche, il faut quand même vider les cendres une fois par jour. Il faut quand même la charger en hiver une fois par jour. Bon, aujourd'hui, elles sont équipées de démarrage automatique. Elles sont connectées à notre smartphone, donc on peut la démarrer à distance ou on peut programmer les démarrages. Enfin, elle peut démarrer seule. Ça demande quand même beaucoup moins de suivi que les anciennes. Et en plus, le ballon tampon, maintenant, on arrive vraiment bien à l'adapter. Donc, quand on met du bois dans la chaudière, tout est stocké dans le ballon tampon et ça part pas aux oiseaux par la cheminée. Donc, tout est vraiment récupéré. On arrive à faire quand même des longs cycles avec une flambée. Donc ça, c'est vraiment la solution de chauffage qui demande le plus de temps, même si ça s'est fort amélioré. Et c'est la chaudière qui est une des plus simples, sinon, malgré qu'elle prend du temps, c'est une des plus simples à suivre. Il y a un seul moteur pour le ventilateur, c'est assez simple. Les nouvelles chaudières sont aussi équipées de brûleurs à pellet additionnels, c'est-à-dire que quand on n'a pas programmé la chaudière ou qu'on n'a plus de bûche ou qu'on est parti en vacances au ski longtemps et qu'on veut quand même garder la maison hors gel, il y a un brûleur additionnel à pellet qui peut démarrer pour recharger le ballon tampon, mais c'est vraiment une solution de dépannage parce qu'elle n'est pas raccordée à un gros silo, comme une chaudière à pellet normale. Et en plus de ça, c'est hyper cher. Donc, celui qui paye une chaudière à bûche parce qu'il a de la bûche pour économiser chaque année, mais par contre, qui doit remettre un brûleur à pellet à 5 000 € dessus, on ne l'a pas vu souvent. Donc, quoi qu'il arrive, une chaudière à bûche, il faut être là. Le deuxième side, c'est encore une chaudière à bûche, mais là qui est équipée d'un allumage automatique.
Et le ballon tampon est décentralisé. Donc cette chaudière-là, elle est installée dans une pièce qui demande, ça demande pas trop de place et c'était une installation un peu spéciale. Le bois déchiqueté. Donc ça, c'est une installation qui demande un petit suivi, mais c'est quand même très léger. Ça ressemble à du pellet. Une fois que le silo est plein, on est parti un bout de temps. Si le bois déchiqueté est de bonne qualité, il n'y a pas besoin de vidanger le cendrier trop souvent, mais bon, quand même un peu plus souvent que du pellet. Et attention, ceux qui stockent la plaquette sur un sol qui n'est pas plat, parce que malgré tout, ils pensent qu'il n'y a pas besoin d'avoir du béton en dessous. De temps en temps, ils passent une pierre, la pierre, elle bloque la vis, ou la pierre, elle bloque le descendrage. Enfin, c'est quand même un peu plus d'occupation qu'une chaudière à pellet, même si dans le pellet, il peut y avoir des ratés aussi de temps en temps. Le bois déchiqueté, ça demande du temps pour le broyage. Souvent, les clients, ils broient une fois par an, ils font déplacer le broyeur. Une fois par an, ils font un gros tas et puis ils sont partis l'année. Chaque semaine, ils mettent un ou deux bacs de télescopiques dans la chaudière ou s'ils ont un gros stylo. Comme nous, on a ici, on a un stylo de 60 mètres cubes. Voilà, on est tranquille. En plein hiver, on est tranquille un mois et le reste de la saison, en saison intermédiaire 2 mois, puis en été, on n'y touche même pas, quoi. Donc ça dépend un peu de la taille du silo, mais ça demande quand même moins de temps. Ça, c'est notre installation. Donc, on arrive à mettre 60 mètres cubes 60 mètres cubes utiles dans le silo, malgré qu'il ne soit pas complètement vide. Donc ça, c'est l'idéal. Voilà. Le pellet, c'est comme le gaz, c'est comme le mazout. Ça ne demande pas de temps. Le camion vient comme le mazout une fois par an faire le plein. Et puis c'est parti. Ou ceux qui ont un petit silo, ils remplissent de temps en temps en fonction de la quantité. Mais il faut compter qu'une chaudière de 15 kW, en moyenne sur l'année, c'est un sac par jour, voire un peu moins. Donc, c'est pas très, très contraignant. Voilà. Donc, le prix de l'installation et la complexité. Les chaudières à bûches, c'est le plus facile à ce niveau-là parce que c'est le moins complexe. Il y a un seul moteur, c'est le ventilateur de tirage, la pièce principale. Il y a 2 servomoteurs, mais bon, ça, je ne sais même pas si on peut les compter comme des moteurs, c'est vraiment fiable. La chaudière, du coup, est beaucoup moins chère. Et le seul problème, au niveau de la complexité de l'installation, c'est que ça demande un gros ballon tampon. Comme l'a dit Corentin, c'est des chauffe-lits qui sont énormes parce que pour une chaudière de 30 kW, il faut installer un ballon tampon idéalement de 2000-2200 litres. Donc ça fait souvent 1,50 m, 1,60 m de diamètre sur plus de 2 mètres de haut. Mais sinon, ce sont des chaudières qui sont pas trop chères par rapport au reste et c'est assez fiable. Et c'est facile à entretenir. Voilà une chaudière à bûche avec un ballon tampon. Bon, ici, le ballon tampon était trop petit, c'est un 1500 litres, mais le client voulait absolument ça. Mais bon, déjà là, on voit le ballon tampon, il fait 2,22 m haut, quoi. Avec en plus les vases d'expansion qui vont avec, donc ça fait vite du monde en chaufferie. Le bois déchiqueté, c'est les chaudières les plus chères. Tout le monde s'en doute. Il y a des vis sans fin, il y a une écluse, sur certaines, il y a des moteurs de recyclage des fumées pour brûler du miscanthus ou du combustible très sec. Donc ça, c'est le plus cher, c'est le plus long à entretenir et c'est ce qui coûte le plus cher à entretenir. Il y a des vidanges sur les réducteurs à faire. Il y a de temps en temps des blocages quand les couteaux de l'ensileuse passent dans la chaudière, quand on récolte du miscanthus. Enfin, c'est de la mécanique, quoi. Là, le ballon tampon, il est un peu moins gros que sur une chaudière à bûche, mais il prend quand même de la place. Et c'est au niveau du silo aussi qu'ils font un accès assez important. Donc, ça prend de la place dans l'enceinte de la maison ou de la ferme, quoi. Il ne faut pas croire qu'on peut glisser un stylo dans une étable et par un souffleur ou par un système de vis sans fin l'alimenter. Il y en a déjà plein qui ont essayé. Le plus simple, c'est de pouvoir reculer avec une benne ou alimenter directement avec un petit valet de ferme, quoi. Donc ça, c'est les installations les plus complexes et ça demande un minimum de connaissances, même pour l'utilisateur, parce que nous, on est disponible, on est réactif, mais quand il y a un gros blocage et qu'il faut absolument de l'eau pour le sanitaire, il faut quand même pouvoir un peu se débrouiller avec l'installation, quoi. On peut pas appeler le chauffagiste parce qu'il y a une pierre qui cale la porte ou parce qu'il y a enfin, je ne sais pas quel problème, mais ça demande quand même un peu de connaissances. Ça, c'est une chaudière à bois déchiqueté qu'on a installée dans une entreprise. Ils chauffent des gros locaux avec. Et là, on voit vraiment, on a fait le silo en Lego en béton. Et on voit quand même la place que ça prend. C'est une chaudière de 220 kW. Et c'est quand même conséquent. Là, le ballon tampon, il fait 2000 litres. Donc, c'est pas vraiment une installation domestique. Ça peut être une installation pour une collectivité. Mais on se rend compte quand même de la place que ça prend, quoi. Et de tous les moteurs et de toutes les vis sans fin, et du descendrage et tout ça. Alors, le pellet, ce sont des chaudières qui sont en milieu de gamme. Si on veut une chaudière de bonne qualité,
ça se trouve entre le bois déchiqueté et la bûche, mais ça devient de plus en plus accessible. Les chaudières sont robustes, c'est pas nouveau, ça fait des années qu'on en fait, donc ça fonctionne bien. L'installation, elle est assez simple. Une fois qu'elle est en route, le combustible est tout le temps le même, l'air comburant est tout le temps le même. Ça, le client n'a pas grand-chose à faire à part bien régler son système de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Et c'est le plus facile quand on veut remplacer, sans trop se casser la tête, du mazout ou du gaz. On installe une chaudière à pellet, les puissances sont faciles à dimensionner et c'est très souple. Donc ça, c'est vraiment la chaudière de Monsieur Tout-le-Monde, quoi. Ici, une installation vraiment très classique d'une chaudière avec la production sanitaire intégrée au ballon et un système de panneaux solaires couplés à côté sur le côté. Donc ça, c'est vraiment très simple. Et quoi qu'il arrive, que ce soit chaudière, bûche ou pellet, vu qu'elles sont couplées à un ballon tampon, c'est le ballon tampon qui fait la séparation. Et c'est très facile de recoupler des panneaux solaires thermiques dessus pour soit faire un appoint au ballon, soit dédier une production sanitaire. Alors, le volume à chauffer, donc là, je parle vraiment de la maison, de la quantité à chauffer, pas du ballon tampon. Donc, quand on installe une chaudière à bûche, la plus petite dans notre gamme, c'est 20 kW, mais c'est exactement le même corps de chauffe que la 30, à part qu'elle est un peu bridée au niveau de la combustion. Donc, on n'installe pas ça pour une maison qui a été rénovée avec le sol isolé, une façade isolante, la toiture isolée, les combles qui ont été remplis à laine de bois. Quand on installe une chaudière à bûche, c'est qu'on a fait de la rénovation, qu'on a quand même isolé sa toiture. D'accord, il faut le faire en premier, mais c'est qu'on a quand même des consommations assez élevées et qu'on veut économiser un peu par rapport au mazout. Donc là, quelqu'un qui a des bûches gratuites et qui se dit mince, j'ai plus envie de payer du mazout, il installe une chaudière à bûche et là, ça fonctionne, ça donne, il y a de la puissance. Donc c'est idéal pour une ancienne maison qui a été retapée, mais c'est pas idéal pour une nouvelle maison. C'est pas parce que c'est une chaudière à bûche qu'on peut pas la faire fonctionner en chauffage sol. C'est le départ du ballon tampon qui sera différent pour un chauffage sol ou un chauffage radiateur, mais il faut quand même consommer un peu de puissance, quoi. Si c'est pour une maison qui a été estimée à une consommation de 7 ou 8 kW, dans ce cas-là, il vaut mieux partir sur une pompe à chaleur ou une toute petite chaudière à pellet de 7 kW et puis avancer comme ça. Bois déchiqueté, c'est le même principe. Plus c'est gros, mieux c'est. Parce que de toute façon, que ce soit une 20 kW ou une 100 kW, il faudra le même silo, il faudra quand même un engin de manutention, il faudra quand même un bulle pour transporter un peu de plaquettes pour pouvoir déplacer. Donc ça convient bien quand c'est un ancien château qui a été rénové, une ferme, une maison avec un gîte, ou pour alimenter un réseau de chaleur qui, comme nous on l'a fait ici à Arnoncourt, qui alimente une quinzaine de maisons. On a déjà installé des chaudières à bois déchiqueté chez des particuliers qui cherchent à la pelle à neige parce qu'ils étaient persuadés que c'était la meilleure solution. Ça ne marche pas, c'est ça ne pas faire. Donc ici, c'est une installation qu'on a réalisée il n'y a pas très longtemps à Saint-Vincent. Chaudière à bois déchiqueté de 70 kW qui alimente une ferme, une maison et une salle des fêtes. Donc là, c'est vraiment top parce que la chaudière, elle alimente tout le monde et ils remplissent à la plaquette avec le télescopique de la ferme et c'est parti. Donc ça, c'était pour le pellet. J'ai oublié de mettre l'entête. Donc le pellet, c'est facile de 7 à 700 kW, pas de problème. Donc en résumé, le bois de chauffage en bûche, c'est idéal pour ceux qui en ont ou qui en font, qui l'ont vraiment pas cher. On ne va pas installer une chaudière à bûche si on est dans un appartement ou qu'on n'a jamais touché une tronçonneuse de sa vie. Le prix de la bûche, c'est entre 25 et 30 euros du ster pour que ça fonctionne bien, pour vraiment repayer rapidement l'installation. Il faut être un minimum présent à la maison. Il faut être quand même là tous les jours. Comme je l'ai dit, il faut avoir de la place pour en stocker, pour en sécher, pour avoir du sec à brûler, avoir une rotation avec les piles de bois. Et il faut avoir une grosse chaufferie pour pouvoir glisser le ballon tampon. Les ballons tampons, on peut en mettre des fois 2 ou 3 parce qu'on n'a pas la hauteur ou pas la largeur ou qu'on veut vraiment caler ça dans un coin. Mais ça complique encore l'installation parce qu'il y a des vannes de stratification ou de séparation entre chaque ballon tampon. Donc honnêtement, c'est une des solutions les plus rentables, c'est les solutions les plus faciles à repayer et parce qu'elles sont les moins coûteuses de base et souvent ceux qui mettent les chaudières à bûche, c'est qu'ils ont du bois pas cher. Donc je ne vais pas dire qu'ils se chauffent gratuitement, mais ils ont la tronçonneuse à payer et la fendeuse, quoi. Mais c'est pas coûteux. La deuxième solution, bois déchiqueté. Donc ça demande énormément de moyens, de place et de moyens logistiques. L'installation de base est très coûteuse aussi, à cause du silo, à cause de la place qu'il faut installer. En plus de ça, Corentin a parlé qu'il fallait augmenter la puissance du compteur pour une pompe à chaleur. Ici, pour une chaudière à bois déchiqueté, il faut absolument du triphasé. On peut installer un générateur de phase ou des systèmes pour, avec du mono, faire du tri, mais c'est quand même pas l'idéal. Ça reste encore de l'électronique supplémentaire, donc encore une source de problèmes supplémentaires. Donc le bois déchiqueté, ça génère beaucoup de saleté, un gros local technique et
c'est des installations qui sont assez compliquées. Mais par contre, celui qui a du bois déchiqueté, qui ne sait pas quoi en faire, bah, c'est vraiment top parce qu'il se chauffe gratuitement aussi. L'installation automatique, donc c'est le confort du pelet avec un combustible pas très cher pour ceux qui en ont. Et pour les grosses puissances, c'est vraiment idéal parce qu'on peut partir sur des chaudières de 200-300 kW, alimenter des ballons tampons et faire tout un réseau de chaleur. Et le pelet, ben, ça tout le monde connaît, facile d'installation, facile d'utilisation, ça convient pour tous les cas de figure, facile à s'approvisionner. Et pour peu importe la puissance, le pelet, on arrive à trouver une solution. Ça démarre à 7 kW jusqu'à, comme je l'ai dit, 300, 400, 700 kW. Donc, en quelques chiffres, bon, c'est vraiment difficile à estimer en fonction de la qualité du bois et tout ça, mais je m'étais fait un petit tableau et j'ai comparé avec des clients qui ont des installations comme ça. Je suis parti sur une chaudière de 30 kW. Je sais que ça fait gros. Surtout ici, on nous parle de rénovation, donc de maisons bien isolées. Souvent, on est moins que ça. Mais je suis parti sur. J'ai voulu comparer 3 clients qui avaient une chaudière à bois déchiqueté à bûche et à pelet. Et ben, à bûche, on ne va pas en dessous de 20 kW et souvent on met des 30. Et à bois déchiqueté, pareil. Donc, je me suis calé sur 30 kW. Donc, l'installation, c'est plus ou moins 15 000 € pour une chaudière à bûche, vraiment top équipée avec allumage automatique, stratification du ballon, production sanitaire, tout compris. Pour les 3 installations comparatives, j'ai mis 35 000 kWh par an, donc ça fait à peu près 3 000 litres de mazout, donc ça fait 18 stères. Donc, ça ferait à peu près 810 € par an de consommation. Alors que 3 000 litres de mazout, quand le mazout est cher, ça peut être bien plus que ça. Pour une boîte déchiquetée de 30 kW aussi, on est plutôt du coup à 25 000, donc on est 10 000 € plus cher qu'une chaudière à bûche. Dans ce cas-là, on passe à 40 mètres cubes de plaquettes, donc là on se rend vraiment compte de la place qu'il faut. 40 mètres cubes, ça ne se glisse pas dans 2 brouettes ou dans une remorque de voiture. Et là, le prix du combustible, ben, j'ai mis un prix à la louche parce que nous, on en achète de temps en temps, donc je connais le prix. Mais en général, les gens qui installent du bois déchiqueté, ils ont le bois gratuit. Donc dans ce cas-là, la consommation par an, le prix par an, c'est la location du broyeur et repayer un peu le télescopique de la ferme ou louer de temps en temps une benne pour en déplacer. Et le pelet, donc là, ça dépend aussi du pelet. Moi, je fais ma pub pour Badger parce que j'y ai travaillé et je pense que c'est du bon pelet. Mais sinon, pour une chaudière à pelet de 30 kW, on est à 18 000 € et une consommation de 7 tonnes par an. Et du Badger, le prix varie un peu, mais on est à entre 250 et 300 € de tonne rendu soufflé sur site, donc entre 1 750 et 2 000 € par an, quoi. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai sûrement oublié quelques trucs, mais je pourrais répondre à vos questions. Merci de votre attention. Merci Baudouin. Voilà, donc si vous le souhaitez, mais ce n'est pas du tout une obligation, vous pouvez réactiver votre caméra. Voilà, on va passer aux questions. Je pense que c'était assez clair, même si je pensais vous poser la question, mais dans quel cas choisir la pompe à chaleur ou choisir le bois déchiqueté, les bûches, les pellets. Moi, j'ai l'impression qu'on peut résumer les pellets, c'est vraiment la facilité quand on a une maison qui n'est peut-être pas encore trop isolée, et que la pompe à chaleur, quand on a une rénovation qui est bien isolée, enfin une maison qui est bien isolée, plutôt s'orienter sur la pompe à chaleur, mais faire attention à la consommation d'électricité, au type de consommation d'électricité derrière. Bûche, c'est si on a le temps et si on veut avoir plus de manutention et avoir du volume de stockage. Voilà. Et plaquettes, c'est plutôt pour les collectivités ou les plus grosses installations, les fermes, etc., quoi. Je vais passer aux questions, même si moi je m'en étais noté, mais je vais commencer par les questions des participants. Valentin, je ne sais pas, Valentin, si tu veux poser ta question ou si je la lis. Je regarde. Il est toujours là, Valentin. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, si tu veux poser ta question, c'est aussi dynamique quand les gens posent leurs questions. Ok, bah c'est dédié à Corentin. Donc, en fait, on a parlé de rendement dans la présentation. Moi, ici au bureau, j'ai des idées de rendement saisonnier au niveau de certaines pompes à chaleur, mais elles ont déjà quelques années. Tu peux Et peut-être donc, préciser que, pardon, je vous ai présenté, mais juste préciser que tu es du guichet énergie d'Arlon. Donc, ah oui, tu pardon, conseilles les gens au niveau énergie. Voilà, pardon. Voilà, c'est ça. Et donc, c'était pour avoir une idée des COP saisonniers attendus lorsque l'installation est bien réalisée pour les 3 types de pompes à chaleur qui ont été passés en revue, ainsi que celle pour l'eau chaude sanitaire. Oui, bien, c'est un facteur qui varie beaucoup d'une installation à l'autre et d'un modèle
d'un modèle à l'autre, mais je pense que déjà, on peut mettre donc la pompe à chaleur RO, le boiler thermodynamique qui est un type de pompe à chaleur RO, et même la pompe à chaleur RR qui fonctionne aussi avec un ventilateur à l'extérieur, plus ou moins dans la même gamme de rendement saisonnier. Je pense que si je dis qu'on peut espérer un SPF ou un COP saisonnier de 2,5 sur l'ensemble d'une année, je ne m'avance pas trop. Donc les 2,5, on peut clairement les envisager. Après, on peut augmenter cette part-là en ayant une installation particulièrement propice à la pompe à chaleur, donc quelque chose de totalement basse énergie, donc seulement avoir un régime 35-30 sur toute la maison. Je ne sais pas si ce que je vous dis, si vous êtes du Ah oui, il n'y a pas de ça souci. vous parler. Et on a des modèles de pompes à chaleur qui sont meilleurs que d'autres, donc qui vont permettre d'aller gratter un peu plus vers le haut. Mais je pense que d'une manière générale, si on fait une belle installation, on peut espérer 2,5 pour cette Même pour les RR 2,5? Pour les RR, pour être honnête, les RR, c'est celle avec laquelle j'ai beaucoup moins d'expérience. C'est relativement nouveau. On n'en a pas encore installé nous. Donc, je ne veux pas trop m'avancer sur celle-là. J'ai vu votre question. Je suis allé voir les COP qui étaient annoncés. Donc, les COP, donc, vous savez, c'est une mesure très ponctuelle. Donc, Ouais, oui, même pas le saisonnier, mais ils avancent des COP similaires aux pompes à chaleur RO, un peu plus bas, mais pas beaucoup plus bas. Donc, ils avancent plus ou moins les mêmes chiffres, mais sur une année, je n'ai pas l'expérience pour vous l'assurer avec assurance. Par contre, pour ce qui est de la pompe à chaleur RO et du thermodynamique, on peut clairement espérer les 2,5. Pour ce qui ok. est du sol En haut, saisonnier. Hein. en saisonnier, ouais. Ouais, ok. En saisonnier, on est à des COP ponctuels de 3,5. En saisonnier, on descend à 2,5, Ok. voire un peu plus haut. Pour ce qui est du sol haut, on peut espérer au-dessus de 3 par contre. C'est clairement Ok. plus efficace. Merci. Il n'y a pas de quoi. J'allume mon micro. Je voulais juste préciser à Quentin et Baudouin, n'hésitez pas à répondre à toutes les questions, donc pas forcément Corentin les pompes à chaleur et Baudouin la biomasse, puisque vous faites tous les deux toutes les énergies renouvelables. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre ou à compléter les questions. Pardon? Nous, on ne fait pas de pompe à chaleur, très peu. Ah oui, vous faites. Ok, ça va. Non. Je ne savais pas. C'est rien, donc j'aurais pu y répondre, ça m'arrange bien. Ok. La question suivante, Daniel, je ne sais pas si tu veux la poser. Oui, donc dans le domaine des chaudières à bûches, on trouve la chaudière à bûches classique. On enfourne les bûches dans le foyer et ça crame et ça fait de la chaleur et voilà, voilà. Et à côté de ça, on a quelque chose de beaucoup plus sophistiqué au jour d'aujourd'hui et c'est quelque part une solution qui me tente, c'est la chaudière à gazéification. Donc le bois est chauffé de telle sorte que il émet en fait du gaz et c'est le gaz qui lui va être brûlé dans la chaudière. Donc entre l'ancien système et le nouveau, si Baudouin pouvait nous expliquer les avantages et les inconvénients, ça m'arrangerait. Ah bah, c'est très simple. Nous, on installe, ça n'existe plus du tout l'ancien système avec une flamme normale, ou en tout cas, si ça existe, c'est vraiment pour des chaudières des pays de l'Est ou des trucs vraiment très basiques. Nous, aujourd'hui, on ne travaille qu'avec des chaudières à gazéification, donc à flamme inversée ou à flamme bleue, parce que c'est les seules chaudières où on sait régler la puissance. Une chaudière standard, si elle est remplie jusqu'en haut, ça fait une flamme énorme, tout part à la cheminée et le corps de chauffe de la chaudière n'a pas la capacité d'absorber toute la flamme, alors qu'une chaudière à gazéification, c'est une petite flamme qui est créée grâce au débit d'air qu'on injecte dans la chaudière, et cette flamme-là, on maîtrise sa puissance. Et on maîtrise la puissance pour que on ait des températures de fumée pas trop basses pour ne pas condenser, mais quand même suffisamment hautes, et assez haute aussi pour que le corps de chauffe de la chaudière absorbe tout. Donc là, on a des rendements, même pour une chaudière à flamme inversée, qui peuvent aller jusqu'à 94%, 94-95%, en fonction de la cheminée et d'autres paramètres. Bon, après, c'est l'isolation de la chaufferie qui pourra faire perdre du rendement, mais toute l'énergie de cette flamme est vraiment absorbée par l'eau, en gros,
et tout part dans le ballon tampon. Donc aujourd'hui, on ne travaille qu'avec des chaudières comme ça. Ça fait des avantages au niveau émission de particules fines? La combustion du bois est beaucoup plus complète avec une flamme inversée parce que les chaudières que nous on installe, donc les chaudières ETA, elles ont un capteur d'oxygène sur les fumées. Donc on essaie d'avoir une combustion optimale qui est de l'ordre de 6% d'oxygène dans les fumées, entre 4 et 6% d'oxygène. Donc oui, la combustion est meilleure. Au niveau des rejets de particules, il y en a toujours, c'est une chaudière à bûche, mais on est quand même plus sur une chaudière à flamme standard, quoi. Et la chaudière dure beaucoup plus longtemps parce que son rendement, parce qu'elle travaille toujours à rendement parfait. C'est pas comme les anciennes où c'était une petite chaîne qui ouvrait un tirage et de temps en temps la chaudière elle charbonnait parce qu'on lui coupait l'arrivée d'air, elle fumait tout noir, elle était bouchée. Enfin, aujourd'hui c'est plus du tout ce système-là. De toute façon, on ne travaille plus avec les chaudières standards, enfin anciennes chaudières. Ok. François, tu voulais compléter quelque chose par rapport au coefficient de performance des pompes à chaleur, donc le COP. Donc François est auditeur énergétique pour Info et architecte à Jamoigne. Florenville. Enfin, Ah, Florenville, pardon. Désolé. J'ai déménagé. Pas de problème. Oui, non, je voulais revenir sur la remarque de Corentin qui est tout à fait judicieuse à propos des pompes à chaleur. Et pour qu'une pompe à chaleur soit écologique, il faut, comme Corentin l'a dit, il faut vraiment que l'électricité soit produite par un fournisseur d'électricité verte ou par du photovoltaïque, parce que quand il annonce donc un COP saisonnier de 2,5, ça veut dire que quand même, malgré tout, il faut savoir qu'une pompe à chaleur, c'est un chauffage électrique qui multiplie les kilowattheures utilisés par le COP de 2,5. Donc, on consomme quand même 1 kWh d'électricité pour en restituer 2,5 en saisonnier. Et quand on sait que la production d'électricité, chaque kilowattheure est produit par 2,5 kWh, enfin, c'est ce qu'on nous a appris en formation. Chaque kilowattheure d'électricité est fourni par 2,5 kWh d'énergie fossile. On n'est pas vraiment écologique quand on pompe sur le réseau. Okay. Moi, j'avais une question un peu complémentaire par rapport à ça. Tu disais tout à l'heure, Corentin, que donc pour les pompes à chaleur, si c'était complémentaire avec le photovoltaïque au niveau de l'autoconsommation. Est-ce qu'on est bien d'accord que la pompe à chaleur, elle consomme de l'électricité en hiver et que le photovoltaïque produit principalement en été? Et donc en dessous de 10 kW de panneaux photovoltaïques, on a le compteur qui tourne à l'envers, donc ça s'équilibre à la fin de l'année. Mais que la taxe, enfin la redevance prosumeur pour le photovoltaïque reste quand même maximale parce qu'on n'a pas une autoconsommation directe. On a un bilan annuel neutre si on a le photovoltaïque qui couvre la consommation de la pompe à chaleur, mais on utilise quand même le réseau pour jongler entre été et hiver. C'est juste? C'est juste, oui, c'est juste. Oui, okay. Je t'avoue que je ne connais pas les détails de ce qui va finalement se faire au niveau prosumeur. Mais donc, ouais, l'intérêt par rapport au photovoltaïque, ça va être de quand même stocker un maximum, donc quelque part l'électricité qu'on produit dans son ballon d'eau chaude ou dans le chauffage quand il y a une demande. Donc de diminuer sa facture de chauffage à la fin de l'année. Donc, oui, voilà. je comprends. En fait, la redevance prosumeur, enfin, les journalistes ou la presse l'appellent taxe, mais c'est en fait une redevance, mais peu importe. Soit elle est forfaitaire en fonction de la puissance de panneaux photovoltaïques installés, soit on arrive à prouver qu'on réinjecte peu dans le réseau, c'est-à-dire qu'on met la machine à laver, je caricature, mais en route à midi, et qu'on utilise principalement le photovoltaïque en été, enfin, en tout cas qu'on consomme directement l'électricité produite à un maximum, et donc on réinjecte peu dans le réseau. À ce moment-là, on peut installer un compteur qui le prouve et diminuer la redevance prosumeur, enfin la taxe prosumeur. Et donc, dans le cadre d'une pompe à chaleur, puisqu'on est vraiment sur été-hiver, voilà, on a la taxe forfaitaire. Voilà, c'était juste pour préciser. Okay. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je voudrais juste
Je voudrais juste, tu connais bien le sujet, mais ce n'est pas par rapport au fait qu'on réinjecte peu dans le réseau, c'est par rapport au fait qu'on reprend peu dans le réseau. Donc c'est tout à fait différent. Si on a une grosse installation qu'on consomme peu, il vaut mieux mettre un compteur double flux parce qu'on va reprendre peu sur le réseau et tout ce qu'on aura mis, on ne sera pas payé pour, mais on ne devra pas payer pour non plus. Donc réinjecter, on réinjecte autant qu'on veut. C'est reprendre qui est temps. Et donc effectivement, quand on a de l'eau chaude sanitaire, mais là, c'est intéressant de stocker l'électricité dans l'eau chaude sanitaire. Par contre, quand on a des pompes à chaleur pour chauffer la maison, là, effectivement, il faut prendre plutôt le tarif forfaitaire. Et donc là, c'est suivant la puissance qu'on a installée sur la maison. Ok, merci pour la précision. De rien. J'avais aussi une question pour Corentin, parce que les premières questions que j'ai notées, c'est par rapport à la pompe à chaleur. Tu disais que les radiateurs classiques ne pouvaient pas être récupérés dans une rénovation pour une pompe à chaleur. Est-ce que, je pense, mais tu me diras si je me trompe, quand on a une habitation existante, qu'on a par exemple une pièce avec un radiateur d'1 mètre carré, si on l'isole assez fortement, le radiateur d'1 mètre carré peut passer de haute température à basse température et donc être alimenté par une pompe à chaleur basse température et fournir toujours la pièce, enfin chauffer toujours la pièce correctement. Donc on peut récupérer dans certains cas les anciens radiateurs. Si on Dans la isole. théorie, c'est correct, oui, oui. Dans la théorie, c'est possible. Et d'ailleurs, les commerciaux donc de fabricants de radiateurs vous diront, voilà, il suffit de surdimensionner les radiateurs et ça fonctionnera sur du 35-30 ou du 40 ou à 45 degrés. Donc, dans certains cas, c'est possible. Si on avait un très gros radiateur à la base et que l'isolation qu'on met derrière est très importante, alors ça peut coller. Mais il ne faut pas se faire d'espoir au départ, c'est quand même assez rare. D'une manière générale, il est quand même de base très compliqué de pouvoir chauffer une pièce avec un radiateur classique sur un régime de température lié à une pompe à chaleur, donc beaucoup plus bas. Donc, dire que c'est possible dans tous les cas, ce n'est pas vrai. C'est même possible dans peu de cas. C'est possible dans peu de cas. C'est pour ça que j'aime autant être clair dans l'autre sens, parce que dans la grosse majorité des cas, on va devoir demander aux gens de passer sur d'autres sortes de chauffe. Ok, ça va, merci. Et une toute petite dernière question. Donc, pour les pompes à chaleur, tu ne l'as pas dit, mais il y a quand même une petite contrainte. Enfin, ce n'est pas vraiment une contrainte, mais ça demande un permis d'urbanisme pour les géothermies. Pour les géothermies. Comment? Pour les géothermies, oui. Oui, mais pas pour les RO, si, aussi? Ça dépend peut-être de commune en commune en termes d'urbanisme. Si on veut mettre le groupe extérieur devant, donc s'il est visible de la rue, s'il est derrière, a priori, on ne demande rien. Voilà, pour ce qui est des géothermies, par contre, oui, il y a des permis d'environnement à demander pour aller ils faire. sont facilement octroyés, quoi, mais. Oui. Il y a tout l'administratif qui est à côté de ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Ok. On n'a pas trop parlé, on en a un petit peu parlé d'eau chaude sanitaire, mais ça c'est une question pour tous les deux. D'après vous, quelle est la meilleure combinaison, que ce soit en pompe à chaleur ou après bûche ou pellet, quel est le meilleur complément pour l'eau chaude sanitaire? Puisque quand on a une chaudière en mazout, souvent elle fait les deux, elle fait l'eau chaude sanitaire et le chauffage, ou bien on a déjà du solaire thermique, mais avec une pompe à chaleur, est-ce qu'on met une deuxième pompe à chaleur ou un ballon thermodynamique? Tu vas le préciser. Et puis avec chaudière, peut-être bûche et pellet, quels sont les meilleurs compléments pour l'eau chaude sanitaire, pour produire l'eau chaude sanitaire dans les deux, voilà, dans ces énergies renouvelables-là? Je sais pas, Corentin, tu peux commencer si tu veux. Mais... Pour ce qui est des pompes à chaleur, si on installe tout un système donc de chauffage central basé sur une pompe à chaleur, ce serait, je pense, un peu ridicule d'à côté de ça mettre un boiler thermodynamique. Elle est là, autant l'utiliser, donc l'utiliser pour faire l'eau chaude sanitaire, quitte à utiliser de temps en temps, comme pour le chauffage d'ailleurs, le petit appoint électrique qui est là s'il y a besoin s'il y a un besoin urgent qui arrive alors que le ballon n'est pas totalement plein et qu'il faut de l'eau chaude rapidement. Ou pour les cycles, voilà, il y a des cycles antilégionnels qui doivent être faits comme dans tous les boilers. C'est pas propre aux pompes à chaleur, donc il faut monter la température, disons à 60 degrés. Là, on aura besoin un petit peu de l'appoint électrique. Mais pour moi, ça ne justifie pas la nécessité d'un boiler thermodynamique à côté. Non, pas du tout. On peut se suffire de la pompe à chaleur.
Pour les chaudières à... Pardon, vas-y. Vas-y. Pour les chaudières à biomasse, ça dépend un peu des gens, comment ils veulent fonctionner. S'ils disent, moi j'ai du combustible gratuit, j'ai de la bûche gratuite ou du pellet gratuit, ou du bois déchiqueté gratuit ou du miscanthus, j'aime autant faire tourner mon énergie que de mettre un boiler thermodynamique sur le côté. Mais il faut quand même avouer qu'une chaudière à bûche, quand on peut l'oublier pendant l'été, avec un boiler thermodynamique, c'est quand même vraiment top, quoi. Ça, on a déjà quand même installé parce que c'est quand même un confort. On part tout l'été ou n'importe quand, le boiler thermodynamique prend le relais. Et en plus, les anciennes, enfin, je ne parle pas de celles qu'on installe, mais dans certains cas, avec une ancienne chaudière à bûche qui dégage beaucoup d'énergie, avec des chaufferies qui sont souvent très chaudes parce que l'installation est encore en ferraille et mal isolée, le boiler thermodynamique, c'est vraiment top parce qu'on lui fait épuiser toutes les calories qui entrent dans la pièce et c'est lui qui produit l'eau chaude sanitaire. Dans certains cas, quand c'est un chauffage à radiateur classique, on insère la production sanitaire dans le ballon tampon avec un serpentin en inox. Donc dans ce cas-là, souvent les gens continuent à faire tourner l'installation l'été normalement et la chaudière fait 1 ou 2 cycles par semaine pour chauffer le ballon tampon, vu qu'il est énorme, et le chauffage s'arrête. Par contre, quand c'est un chauffage sol, on n'insère pas la production sanitaire au ballon tampon parce que le chauffage sol n'a pas besoin de monter le ballon tampon aussi haut en température que quand c'est des radiateurs. Donc dans ce cas-là, souvent la production sanitaire est sur le côté et la chaudière, vu qu'elle est automatique, elle démarre uniquement quand il y a besoin de faire du sanitaire. Mais en résumé, quand c'est une nouvelle chaudière, surtout avec les prix d'installation qui sont quand même élevés, avec les nouvelles marques avec lesquelles on travaille, souvent le budget, c'est le budget qui dit naturellement non, on ne va pas installer un boiler thermodynamique à 2 000 ou 3 000 euros parce qu'on vient déjà de mettre 15 000 ou 18 000 ou 20 000 euros dans une chaudière. Après, c'est un peu du luxe, le boiler thermodynamique. Tu dis boiler thermodynamique, mais ça pourrait aussi être du solaire thermique en complément du bois. Ah, c'était ça la question. Moi, je pensais qu'on parlait uniquement du boiler thermo. De manière générale, l'eau chaude sanitaire par rapport au système que vous avez présenté, comment on le produit en fait. C'était juste la question de manière générale. Mais il y a le solaire thermique aussi si on veut. Ah ouais, le solaire thermique est vraiment top, surtout quand on a quand on est forcé de mettre un ballon tampon. Le solaire thermique a de quoi remplir le ballon tampon et même s'il fallait un petit coup de chauffage en été pour une nuit fraîche ou quoi, c'est le ballon tampon qui redonne l'énergie qui a été accumulée par le solaire. Et ça, c'est vraiment top. Si le solaire, c'est vraiment le solaire thermique, c'est vraiment génial avec une chaudière biomasse qui est équipée d'un ballon tampon, quoi. Surtout qu'en plus, les nouvelles chaudières actuellement, elles ont des régulations très complètes. On peut couper une piscine, un jacuzzi. Le solaire est déjà prévu, un chauffage sol est prévu. Pour un circuit spécial salle de bain, tout est prévu. Donc, c'est vraiment très facile d'insérer le solaire. Il faut juste penser, quand on commande le ballon tampon, d'insérer un serpentin solaire en plus à l'intérieur, quoi. Mais si, ça va très bien, très très bien. On parle de solaire thermique, mais donc également de photovoltaïque. Ça peut clairement être intéressant, donc que ce soit pour la pompe à chaleur, mais aussi pour si on a une chaufferie à la biomasse et une installation photovoltaïque, on peut très bien imaginer assez facilement d'insérer une résistance, soit dans le boiler qui est là, ou même dans les ballons tampons qui sont là pour absorber directement ce qui est produit pendant la journée et qui n'aurait pas été utilisé dans la maison autrement. Donc c'est aussi un bon complément s'il est déjà là. Oui. Je voulais préciser qu'il y avait au moins 3 remarques qui félicitaient les présentations de vous deux, enfin les 2 présentations, très belles présentations. Merci, voilà. Donc juste pour vous dire que merci. Il n'y a pas de quoi, merci les beaucoup. participants ont apprécié vos 2 présentations. Moi, j'ai une question, mais je ne sais pas qui veut ou peut répondre, entre le guichet énergie, François ou nos 2 chauffagistes. Quand on isole vraiment bien une maison, parce que là, on a parlé de système vraiment de chauffage central, mais quand on va loin au niveau isolation, on peut, et que la maison est bien configurée au niveau des locaux, des pièces de vie principales, oui, on peut peut-être se contenter que d'un poêle à bûche ou à pellet ou combiné. Et donc ça, je voulais voir si c'est souvent dans les audits énergétiques ou dans les calculs PEB qu'on a l'information des déperditions et donc des besoins en chaleur et qui fait qu'on peut éviter le coût aussi d'un chauffage central. Je ne sais pas qui veut me répondre par rapport à ça parce que ce n'est pas toujours évident, mais c'est un cas qu'on rencontre quand même assez souvent. Moi, en tout cas, je trouve que quand on isole fort notre maison et qu'on a une seule grande pièce de vie, on va dire cuisine, salle à manger, salon, ça peut être intéressant d'avoir un poêle
centrale et puis de peut-être chauffer la salle de bain avec de l'électricité. Voilà. François, tu voulais… Enfin, voilà. Oh ben, oui, je peux donner mon avis, mais l'entreprise Farinel est spécialisée dans les poêles, donc je pense qu'elle pourra répondre encore mieux que moi. Mais en PEB, j'ai déjà fait des maisons où il n'y avait qu'un seul poêle comme système de chauffage pour l'entièreté de la maison. Évidemment, en nouvelle maison, donc c'est-à-dire avec une très bonne isolation. Il faut peut-être penser alors éventuellement à coupler le poêle unique central avec une ventilation double flux qui distribue alors à ce moment-là la chaleur du poêle centralisé vers les autres pièces. Il y a aussi… Oui. Il existe aussi des poêles avec un départ vers un autre radiateur, donc les poêles hydro. Mais aussi, voilà. Oui. Valentin, tu voulais compléter? En fait, ça dépend aussi de la disposition de l'habitation. Oui. Si on a des maisons qui sont bien espacées, que à la limite même tout est plein pied, là on a beaucoup plus de facilité. Si par contre il y a plusieurs étages, ça devient compliqué. Et il y a aussi la volonté des gens d'encore vouloir ce chauffage central. Donc ça c'est aussi un petit peu à prendre en compte également. Ok. Corentin, tu veux compléter ou ça… Ce que j'allais dire, oui, c'est si on a une maison qui est assez bien agencée, donc où on a, comme tu as dit, les pièces de vie qui sont assez ouvertes, que pour que la chaleur se diffuse bien à tout l'étage, et qu'en plus on a un système de VMC qui effectivement va brasser peut-être vers les pièces du haut qui autrement n'auraient pas été atteintes, ça peut être envisageable. Il faut juste avoir bien conscience que c'est un chauffage qui est très localisé, donc si la maison est plus grande et qu'on a un cloisonnement, un sectionnement important des pièces, alors on aura peut-être quand même du mal à chauffer efficacement la maison, même s'il existe des poêles canalisés qui peuvent envoyer dans les halls s'ils sont à proximité. Mais c'est vrai que maintenant, avec les poêles à pellets, singulièrement, on a une grande flexibilité d'utilisation. Ils peuvent même fonctionner sur un thermostat. Donc, on se rapproche un petit peu du confort du chauffage central, même s'il est plus localisé. Mais on peut se permettre de le remplir une fois par jour, peut-être un tout petit peu plus quand il fait durant les journées les plus froides, et avoir un certain confort sans chauffage central, si la maison le permet effectivement. Je vais juste répondre à un commentaire que j'ai eu en direct. Juste un instant. Pour moi, je n'avais plus de questions. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a encore une question. Ou si Bernard, vous voulez présenter votre question, votre cas, parce que c'est vrai que l'intitulé de la soirée, c'était « Chauffer son logement par énergie renouvelable » et qu'on a principalement parlé de chauffage par énergie renouvelable, mais en chauffage central. Et voilà, simplement, lui, son cas est un peu différent. Je ne sais pas, Bernard, si vous voulez… parce que je pense que les chauffagistes peuvent très bien répondre à votre question et à votre cas spécifique. Parce que lui, donc, il a un chauffage électrique avec 3 radiateurs et une cassette à bois. Et voilà. Maintenant, on a le temps parce qu'il est 21h25. On avait dit qu'on terminait à 21h30. Donc, on n'a pas d'autres questions. Donc, si vous voulez poser votre question, parce que je n'ai pas tellement compris. Donc, c'est pour le remplacement des radiateurs électriques que vous vous posez la question. Ou… Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole ou pas, mais… Ok. Je vous laisse la parole alors. Oui. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend bien. Ok. C'est-à-dire que moi, j'ai un chauffage électrique et je suis intéressé par une rénovation, comme toutes les personnes qui sont là, mais je ne suis pas intéressé par faire de trop gros travaux et de remplacer tout mon chauffage électrique, de percer des dalles dans tous les sens dans ma maison. Donc, j'ai suivi cette présentation pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme possibilité, mais j'ai un chauffage électrique et toute cette présentation était axée sur des personnes qui ont des chauffages centraux. Je suppose qu'il y a peut-être d'autres personnes ici également qui ont des chauffages électriques et j'ai un complément, j'ai une cassette à bois.
Donc, je serai prêt. Je viens de moderniser justement mes chauffages électriques et je serai intéressé au mieux de remplacer ma cassette par une cassette plus moderne ou par un poêle à peler. Bon, ça c'est le sujet de la 4e présentation, mais je vous faisais une remarque que toute la présentation, elle était axée pour les gens qui avaient un chauffage central et Oui. pas comme moi un chauffage électrique. Donc finalement, je ne serais pas inscrit à cette présentation si j'avais été informé de la chose, quoi. Oui, je comprends. Et j'aurais aimé justement qu'on parle de solutions pour des gens qui ont des chauffages électriques et qui ont dit voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que ma maison, elle est bien faite en ce sens que la cassette, par exemple, ben, je l'utilise que le soir. Il y a des ouvertures qui sont faites vers les couloirs. L'escalier qui monte sous les étages en haut, il est tout de suite là derrière. Donc, quand je fais un feu, ça chauffe la maison. Donc, elle est bien faite. Et voilà, ça n'a pas été étudié aujourd'hui, donc je trouvais ça un peu regrettable. Voilà. Sinon, la qualité des présentations, j'ai suivi, c'était très bien. Mais pour mon cas, j'étais un peu déçu. Voilà. D'accord, oui, c'était dans la précision au niveau de l'intitulé, même si on peut franchement parler de tous les cas maintenant, même les cas bien spécifiques. Parce que je ne sais pas si c'est très courant d'avoir des chauffages électriques, il y en a, mais ce n'est pas non plus le plus courant. Mais je ne sais pas si Corentin ou Baudouin, vous voulez répondre ou aider Bernard dans son Dans cas. ce cas-là, c'est pas évident. Si on ne peut pas reposer de radiateur, c'est pas évident de mettre un système de chauffage, que ce soit une pompe à chaleur pour. Dans ce cas-là, il faut mettre des aérothermes, quoi, ou un système par soufflerie, mais encore ça, ou une VMC. Mais il y aura quand même des dalles à percer et puis un peu de modification à faire. Hein. La Il n'y a meilleure pas de solution, c'est miracle. quand même de remplacer la cassette qui est ancienne par un poêle plus performant ou une cassette plus performante Oui, pour diminuer la consommation. Oui. ouais. On semble être limité à ça en tout cas, si on ne peut pas aller plus loin en termes de travaux. Oui, oui. Mhm. Je ne sais pas si je peux intervenir, moi. Oui, bien sûr. Ah, voilà. Ben, bonsoir à tout le monde. Simplement, si effectivement il n'y a pas de chauffage centralisé, que ce soit radiateur ou chauffage sol, ben, les solutions sont peu nombreuses. Hein. Donc, monsieur Bernard là, a le choix dans un système à bois ou un système à pellet, mais qui restera individuel. Donc, localisé et éventuellement, un petit peu comme il l'utilise maintenant, il l'a bien dit, bon, il a une cassette avec de sortie d'air chaud délocalisée, mais très près quand même de son appareil. Voilà, la seule chose, ce sera repartir sur un appareil à bois peut-être un petit peu plus performant, mais sur la combustion, mais pas sur la distribution, très clairement. Donc, soit à bois, soit à pellet, où là, en rendement, on sera peut-être dans des rendements plus constants et peut-être une facilité d'emploi légèrement supérieure au bois, mais toujours avec une distribution par rapport à la localisation du poêle, une distribution d'air chaud qui restera quand même très, très proche. Hein. On peut aller dans des pièces uniquement adjacentes, ou sinon on a beaucoup trop de pertes de chaleur. Enfin voilà, pour répondre peut-être un petit peu à Monsieur Bernard. Alors à côté de ça, il y a une petite information tantôt qui parlait du fait dans les habitations un petit peu plus petites que l'on pouvait partir d'un poêle à bois localisé ou un poêle à pellet et que le système de VMC pouvait effectivement un petit peu brasser l'air dans les différentes pièces et permettre une distribution plus générale de l'habitation. Oui, c'est bien, mais il faut quand même bien se rendre compte qu'au niveau de la VMC, on a un bon rendement, mais on a quand même des pertes assez importantes aussi. Hein. Donc voilà, tout ça, ce sont des solutions qui ont aussi des côtés un petit peu plus délicats. Et là, au niveau VMC, il y a quand même tout le transport de l'air entre la production et puis la redistribution dans d'autres pièces, avec notamment le passage dans l'échangeur, où là, on perd quand même pas mal de pourcents. Donc voilà, ça fonctionne bien, mais ce n'est pas non plus la panacée, hein, simplement. Voilà. Pour info, tu es de la société Farinel aussi. Hein, oui. Voilà, pour préciser que tu es chauffagiste aussi. Voilà, je suis le petit nouveau. Le petit nouveau de l'entreprise. Mais donc, c'est vraiment, n'hésitez vraiment pas, parce que vous avez des chauffagistes et des personnes compétentes ici ce soir. Il est 21h30, mais je pense qu'on peut prendre encore 10 minutes. Si vous avez des questions vraiment spécifiques par rapport à votre cas en particulier, on n'est pas obligé de rester sur des généralités. On peut franchement répondre un peu au cas par cas.
parce que je n'ai plus de questions là maintenant dans le chat, mais on peut encore prendre 10 minutes si vous voulez avant de conclure cette soirée. Apparemment. Oui, Valentin, oui, bonsoir. Valentin qui doit nous quitter. Si, J'ai peut-être une question concernant oui. la différence entre une pompe à chaleur RO et une pompe à chaleur par géothermie. Donc, par géothermie, donc, je pense qu'on va chercher la chaleur dans le sol, donc à une température aux alentours de 10 degrés qui est constante sur toute l'année. Là où une pompe à chaleur RO, on prend la chaleur ambiante de l'air. Et donc, dans le cas où on se retrouve avec une température extérieure comprise entre 10, 15, 20 degrés, est-ce que la pompe à chaleur RO à ce moment-là est plus efficace qu'une pompe à chaleur par géothermie? Et est-ce que ça s'équilibre? Et au niveau de tout un hiver, de toute une année, est-ce que la pompe, avec même le réchauffement climatique, est-ce qu'on va vers une pompe à chaleur par géothermie de moins en moins efficace par rapport à une pompe à chaleur RO? Il y a quand même de la marge, hein. Donc, disons que en été où tu auras tes... Je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît. Tu auras des températures assez élevées qui vont permettre d'avoir un COP assez important au niveau de ta pompe à chaleur RO. C'est aussi des périodes où tu ne fais que ton sanitaire, tu n'as pas de chauffage. Donc, au niveau saisonnier, elle contribue moins aux longues périodes de chauffage où on sera en dessous de 15 degrés. Donc, je pense que le côté constant de la sol eau sur toute l'année à 10-12 degrés, y compris pendant tout l'hiver, quand on va avoir du moins 10 ou même plus bas, donc garde quand même le dessus par rapport à la RO. Donc on va quand même garder un COP qui va se maintenir de manière relativement claire du RO malgré le réchauffement climatique. C'est vrai qu'on n'y pense pas vraiment. Donc l'avantage est quand même en termes énergétiques, technologiques à la sol eau sur toute une année. Mais l'investissement n'est pas le même. Donc c'est ça qu'il faut regarder aussi au niveau retour sur investissement, malgré le rendement saisonnier qui est moins important pour les RO et malgré les quelques journées pendant l'année où il fera des températures trop froides que pour qu'elles ne puissent produire tout le besoin en chauffage de l'habitation et donc où elle aura besoin de la résistance électrique. Malgré cela, la différence de prix au départ est tellement importante qu'au niveau rentabilité, l'avantage est clairement à la RO. Ok, merci. Merci. Pas de quoi. Pardon. Moi, j'ai une question. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. En fait, j'ai une question par rapport au dimensionnement des chaudières biomasse appelées en l'occurrence. Dans le cas ici d'un projet d'habitat groupé, où il y aurait dans un premier temps 2 logements unifamiliaux qui sont dessus, et puis 5 ans plus tard, par exemple, un 3e logement, également une salle, genre salle de fête, et peut-être même encore dans d'autres parties de l'ensemble de bâtiments, encore d'autres zones à chauffer. Et je voulais savoir, parce que je sais qu'il existe des possibilités de prendre des chaudières plus grosses et avec une partie qu'on n'utilise pas directement et qu'on peut monter après dessus. Mais j'ai entendu aussi parler que le dimensionnement était très important et qu'il valait mieux sous-dimensionner que surdimensionner. Et donc, comme en plus c'est une rénovation et que c'est difficile d'estimer en fait la consommation, voilà, je voulais un petit peu savoir ce que vous en pensiez, si c'est une bonne idée dans ce cas-ci ou pas. Je pense que je peux répondre à ça. Le dimensionnement est important, c'est vrai, mais le dimensionnement est vraiment important entre la chaudière et le ballon tampon. Parce que la chaudière, avant d'alimenter la maison, elle alimente le ballon tampon. Donc il faut que le ballon tampon, si c'est une chaudière à bûche,
il faut qu'il soit capable d'accumuler la quantité de bûches qu'on met dans la chaudière pour ne pas que ça parte à la cheminée ou qu'on monte en surtempérature. Et pour une chaudière à pellet, il faut qu'il soit suffisamment grand que pour faire des cycles garantis par le constructeur. Donc ici, on aime bien avoir des cycles qui durent au minimum, quand la chaudière est à fond, au moins une demi-heure. Maintenant, une maison, honnêtement, souvent, on part sur une chaudière de 15 kW parce qu'elles ont des puissances modulantes de 4 à 15 et qu'il ne faut pas se mentir, dans la gamme, la 15 kW, c'est la plus courante et c'est la standard en fait. Maintenant, deux maisons, du coup, on pourrait plutôt partir sur une 20 ou 25 kW, mais maintenant, deux maisons plus une salle de fête avec des aérothermes, là, c'est vraiment dur à dimensionner. Il faut aller plus loin dans le calcul. Mais la bonne réponse à votre question, je pense que c'est vraiment le dimensionnement entre le ballon tampon et la chaudière qui est important. Les chaudières Okofen, par exemple, si on peut parler de marque, elles ont un fonctionnement qui est différent parce qu'elles ont une grande capacité d'eau, donc elles doivent être très bien dimensionnées parce que souvent, elles les montent en ballon tampon. Mais il faut quand même avoir un dimensionnement précis. Par contre, une chaudière qui a un ballon tampon, on pourra tricher et sur la quantité du ballon tampon et sur la puissance de la chaudière. Donc, si on sait qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'une puissance de 15 kW pour une maison, on mettra le ballon standard qui fait 300-400 litres pour voir un peu la production sanitaire. Maintenant, si vous dites que plus tard, vous avez des projets d'extension, dans ce cas-là, on pourra tricher sur la quantité du ballon tampon. Comme ça, on aura une plus grosse capacité d'eau pour les puissances d'appel, donc tout ce qui est sanitaire, si l'eau chaude est intégrée à ça. Et en attendant, la chaudière, si jamais il y a encore plus de puissance que ce qu'on avait calculé, eh bien, elle devra cravacher peut-être 12 heures ou 13 heures par jour, alors qu'en régime normal, elle aurait fait 2 cycles de 3 heures, quoi. Donc ici, quand on est couplé à un ballon tampon, le dimensionnement de la chaudière est un peu moins important. Un peu moins. Mais bon, il doit quand même être calculé. Je ne dis pas qu'il faut zapper au pouf. Hein. Oui, d'accord. OK. Merci. J'espère que j'ai été clair. Ce n'est pas toujours évident, mais… Et pour compléter l'information de Baudouin, donc, qui était très correcte, vous avez mentionné le fait qu'il était possible de brider, en tout cas dans une certaine mesure, la puissance des corps de chauffe des pompes à chaleur. Donc, tu as cité une marque, nous on travaille avec Okofen, effectivement. Oui, c'est ça que j'ai pensé. Il y a effectivement une manipulation qui est assez simple et rapide pour brider provisoirement ou la puissance développée. Après, on ne peut pas passer du simple, on ne peut pas la diviser de moitié, c'est seulement dans une plage un peu plus réduite de puissance, mais ça peut faire partie aussi de l'équation en plus de la réflexion autour du dimensionnement du ballon tampon. C'est vrai. Ouais. Daniel qui pose dans le chat, on revient aux pompes à chaleur. Avec la pompe à chaleur géothermie, le rafraîchissement en été est gratuit, à mettre en regard avec l'utilisation d'un climatiseur classique, impact positif sur le temps de retour sur investissement. Je ne sais pas si la question est claire pour Corentin. Je ne sais enfin, ce n'est pas une question, c'est plus une remarque. C'est une affirmation. Oui. C'est gratuit, oui et non. Il faut quand même faire circuler les circuits de liquide frigorifique. Donc, il y a des compresseurs qui doivent fonctionner. Donc, ce n'est pas totalement gratuit, mais c'est effectivement faisable. Après, quand on parle de rafraîchissement avec une pompe à chaleur sol-eau, ça implique donc de faire un rafraîchissement. Ce que je veux dire, donc le potentiel de rafraîchissement avec une pompe à chaleur sol-eau donc qui est couplée à une installation de chauffage central, j'imagine avec un chauffage sol par exemple, on n'aura pas le même pouvoir. On va être limité dans notre rafraîchissement parce que si on descend trop bas, on va avoir une condensation qui va se former sur le sol. Donc, on va pouvoir seulement casser la chaleur dans la pièce sans descendre plus bas pour ne pas avoir les désagréments dus à la condensation. Là où, avec un système de climatisation, la condensation va être évacuée, va être captée dans le groupe intérieur et évacuée. Donc, ce n'est pas totalement comparable, je dirais. Ok, merci pour ta réponse. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, sinon on va conclure. Je ne sais pas si c'est votre dernier mot. Il n'y a plus de questions en tout cas dans le chat par écrit. Ok, je pense qu'on va conclure. Donc un grand merci à Baudouin et à Corentin.
C'était vraiment de qualité, autant les interventions que les réponses. Merci aussi à François pour les compléments et à Vincent et Valentin, même si Valentin est déjà parti, pour leur participation. Je pense que pour les compléments, c'est toujours intéressant. Voilà. Et donc, le prochain rendez-vous, c'est mercredi prochain. C'est le dernier. Enfin, il y en aura peut-être encore un en janvier, on verra. Donc, mercredi prochain, c'est vraiment sur la production et la qualité des pellets. Voilà, avec les paletteries François, il sera le seul intervenant. Qui produisent les pellets Badger Pellet à la Tour, près de Virton. On aura d'autres personnes qui seront présentes. Il y a Michel Petit, qui est un revendeur de pellets, donc qui a l'habitude aussi de fournir et d'alimenter les silos et les chaudières en pellets. Et je pense que Corentin sera toujours là en tant que chauffagiste. Baudouin, si tu veux être présent, volontiers. Pourquoi pas, ouais, ça peut être intéressant. Voilà, en tout cas, c'est Badger Pellet, c'est les paletteries François qui font l'intervention et après on a un débat comme aujourd'hui avec d'autres intervenants que je viens de citer. Voilà, merci à tous de votre participation, je pense que c'était intéressant. Et donc oui, je vais transmettre les présentations aux personnes présentes par mail et c'était enregistré aussi, donc on va refaire une petite capsule YouTube comme pour lundi. On ne l'avait pas fait pour la première soirée, mais voilà. Merci à tous. Merci à bientôt. beaucoup. Très bien. Au revoir. On a droit au verre de l'amitié maintenant. Pardon? On a droit au verre de l'amitié. Ben oui, on va aller boire un verre ensemble, c'est quoi? Seulement. Si seulement ça pourrait décanter les choses. Bonne soirée. Allez, bonne Merci. soirée. Merci beaucoup.